j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est pas très connue, à part par tous les enivrés de true crime, comme moi. C'est un tueur en série redoutable, mais pas très connu. Les personnes donc sensibles vont devoir s'abstenir une fois de plus, mais pas de souci, on se révélera très vite dans une prochaine vidéo. Avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier énormément de continuer à regarder mes vidéos alors que je débute. J'essaye à chaque fois en fait de faire mieux que la dernière vidéo. Alors je vous remercie de votre sang-froid, de votre tolérance et de votre patience. Pour continuer justement à soutenir ce que je fais, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche de notification. J'ai aussi un Instagram et un Twitter. Allez, on y va ce coup-ci. Alors aujourd'hui, on va pas partir dans un seul état, mais dans 5. La Floride, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie et le Tennessee. Donc dans un premier temps, on va aller dans la forêt nationale de Pisgah qui est à l'ouest de la Caroline du Nord. Située dans les Appalaches, elle est énorme parce qu'en fait elle couvre 2064 km² de terrain montagneux. C'est gigantesque. En tout cas, le dimanche 21 octobre 2007, John et Irene Bryant, donc 80 et 84 ans, ont envie de faire une petite balade en forêt. Ils en font régulièrement de la randonnée, donc ils sont plutôt habitués et plutôt en forme pour leur âge. Le 21 octobre 2007, le couple quitte son domicile dans le comté de Henderson à bord de leur Ford Escape marron. En arrivant donc à Pisgah, ils garent leur voiture au bord de Yellow Gate Road près de la route US 276. Donc ça c'est au niveau du Cradle of Forest. Et là donc le couple il part à pied sur le sentier pour leur petite balade du dimanche. Tranquille quoi. Mais misère, parce que les jours passent et on est donc rendu novembre 2007 et personne a de nouvelles des deux vieillards. Ils répondent pas au téléphone, ils appellent pas non plus. Le fils du couple, donc, il se rend au bureau du shérif du comté d'Henderson où ils remplissent un rapport de personnes disparues. Les adjoints du shérif déclenchent donc très rapidement des recherches. Tu m'étonnes. 2 personnes âgées perdues dans les montagnes en plein mois de novembre. Je comprends même pas que la famille se soit inquiétée que 15 jours après, en sachant où ils étaient partis. Donc je vous promets, franchement, je suis allée en hiver dans les montagnes de Caroline du Nord et il n'y a pas besoin d'être frileux pour crever de froid, je vous le jure. Enfin bref. Du coup, les recherches se sont donc rapidement déclenchées dans la forêt de Pisgah, parce que donc on savait où ils étaient allés là-bas en fait, et ça va mobiliser à peu près une trentaine de personnes. Des chiens spécialisés dans la détection de cadavres et un hélicoptère. Tandis qu'on fouille les bois, la police analyse les données de téléphonie mobile du couple. Ils font une découverte à ce moment-là qui est vraiment inquiétante. Apparemment, le jour de leur disparition, Irene a tenté d'appeler le 911, donc le numéro des urgences d'ici en fait, du pays. Mais le signal à cet endroit, il est vraiment pourri. Pendant plusieurs jours, la police, les chiens, les bénévoles, enfin ils ont ratissé de long en large la forêt. Et le 10 novembre 2007, une des équipes de recherche tombe sur un cadavre recouvert de quelques brindilles et feuilles à l'arrache quoi. C'était quoi, à 50 pas de la voiture du couple. L'autopsie confirmera que c'est le corps d'Irene Bryant et révèle qu'elle est décédée en fait de suite d'un traumatisme contondant à la tête. Sa main gauche et son avant-bras sont cassés, ce qui veut dire que malgré son âge, elle s'est sacrément défendue, vu que selon l'autopsie, c'était des marques d'autodéfense. Chapeau.
Étant donné que le crime s'est commis sur des terres fédérales, l'enquête est direct confiée au FBI. C'est la loi. C'est pas plus mal, en même temps, ça évite les ratés et les corrompus. Enfin, disons qu'il y en a moins. Le FBI offre donc une récompense de 10 000 $ à quiconque fournira des informations aidant à arrêter le ou les tueurs. John Bryant, quant à lui, est introuvable, mais il n'est pas considéré en fait comme un suspect dans l'histoire. Je pense que c'est logique en même temps, parce que s'il en avait marre de sa femme, il l'aurait tuée bien avant 84 ans, et puis certainement pas en se battant comme Mike Tyson, vu les blessures défensives qu'elle avait. Enfin bref, le FBI considère donc John comme un disparu, une disparition inquiétante. Ils pensent qu'il a été probablement tué ou enlevé. Mais ils n'ont pas ou vraiment très peu d'espoir de le retrouver sain et sauf. Le FBI mène vraiment bien l'enquête et il trouve très rapidement des informations très intéressantes. Quelqu'un s'est en fait servi d'une carte bancaire appartenant au Bryant pour retirer 300 $ à un distributeur automatique. C'était à Dogtown, dans le Tennessee, donc un autre état encore. Les agents fédéraux vont donc aussitôt dans le Tennessee pour visionner les bandes de vidéosurveillance. Sur les images, on voit un homme avec un imperméable jaune, avec son visage caché en fait par sa capuche, mais clairement on voit bien que ce n'est pas John Bryant, mais potentiellement le responsable de la mort d'Irene et de la disparition de John. Ensuite, le temps passe et le dossier reste irrésolu. Le 2 décembre 2007, en Floride, on part encore dans un autre état, à Crawfordville exactement, donc à plus de 900 km au sud de la forêt nationale de Pisgah, Tanya Land elle s'étonne de ne pas voir son amie Cheryl Dunlap, une infirmière donc de 46 ans, très croyante, qui donne des cours tous les dimanches à l'église. Ce dimanche-là, donc ce 2 décembre, Cheryl n'est pas là. Bon, ça peut arriver. Mais quand Tanya appelle son amie Cheryl, ça ne répond pas. Elle tombe à chaque fois sur le répondeur. Du coup, elle décide d'aller chez elle, voir si tout va bien. Et une fois devant l'appartement, elle se rend compte en fait que la voiture de Cheryl n'est pas là. Son amie n'est donc pas présente à son domicile. Mais par contre, son chien est bien là. Elle appelle donc les autres amis de Cheryl au cas où une d'entre elles l'aurait vue. Une d'elles, justement, Fiona Hyle, lui a dit qu'elle devait venir dîner la veille, Cheryl donc, et qu'elle n'était jamais venue. Tanya décide de rentrer chez elle, mais vraiment pas rassurée ni détendue. Le lendemain, le 3 décembre, Cheryl ne se présente pas non plus à son travail. Elle bosse à l'université d'État de Floride à Tallahassee. Et là, c'est vraiment la merde. Misère. Ce comportement, il ressemble pas du tout à Cheryl. Elle aurait jamais loupé à la fois le dîner, les cours à l'église et son travail, surtout sans prévenir. Donc pour Tanya Land, là franchement, Cheryl, elle a eu forcément un problème, ou il lui est arrivé quelque chose en tout cas. Donc le jour même, elle décide d'aller au bureau du shérif de Wakulla déclarer la disparition de son amie. Il lance très rapidement des investigations et apparemment très vite, ils apprennent que le samedi après-midi, Cheryl était partie se détendre dans la forêt nationale d'Apachikola, donc une forêt qui se trouve à Apachikola, logique, toujours en Floride évidemment. Donc une fois de plus, c'est le FBI qui prend tout en main et il trouve vite fait bien fait la voiture de Cheryl, une Toyota Camry blanche. Il la trouve garée en fait juste à côté de la Highway 319 au nord de Crawford Hill.
c'est à proximité de Lansing. En fait, c'est une zone zoologique qui est vraiment très appréciée des randonneurs et des touristes. Enfin bref, ils ont donc retrouvé la bagnole. Problème, la voiture a un pneu crevé. Bon, ça arrive, sauf qu'en fait, ce qui arrive moins, c'est que ce pneu soit crevé par une baïonnette. Ouais. Donc là, déjà, tu peux être sûr que c'est un sabotage. Mais c'est pas tout, il y a pire, parce que le sac à main de Cheryl est encore à l'intérieur de la voiture. Il ne contient plus d'argent et plus de carte bancaire. Le FBI donc retrouve vite deux témoins, donc Michael et Vicky Shirley. Ces personnes certifient avoir vu Cheryl le samedi vers 13h30 dans la zone géographique de Lansing. Elle était habillée d'un jean et d'un pull. Elle était en train de lire un livre. Donc voilà, en fait, elle était plutôt détendue selon eux. Le FBI a vite examiné son compte bancaire et ils ont vu que 3 retraits avaient été faits dans des distributeurs automatiques le 2, 3 et 4 décembre, donc vraiment juste après sa disparition. En tout, 700 $ seront retirés à Tallahassee. Alors en fait, c'est à peu près à 15 km au nord de Lansing. Le FBI a donc évidemment examiné les bandes de vidéosurveillance du distributeur. Et là, surprise. Alors déjà, l'auteur des retraits, c'est un homme. Et en plus, il a vraiment une apparence effrayante. On dirait vraiment un film d'horreur. Ce gars, il porte un masque. Bon, il porte aussi une chemise, des gants, un chapeau et des lunettes. Mais ce masque, il est quand même super étrange. Enfin, c'est effrayant avec du ruban adhésif. Enfin, c'est vraiment chelou comme on dit, quoi. Bon, clairement, le mec, il voulait cacher son identité, hein. Après, je suppose que t'as pas forcément envie de faire un sourire à la caméra ou de montrer ta carte d'identité si tu voles une carte bancaire. En tout cas, le FBI a mis ce distributeur sous surveillance. Mais ça n'a absolument rien donné. Pendant ce temps-là, évidemment, Cheryl est toujours recherchée. Environ 180 personnes passent au peigne fin la forêt et les sentiers. Enfin, le peigne pas si fin que ça, parce que le 16 décembre 2007, donc 2 semaines après la disparition de Cheryl, un chasseur trouve par hasard le cadavre d'une femme blanche, sauvagement mutilée en état très avancé de décomposition. Elle n'a plus ses mains, elle n'a plus sa tête, qui ont été emportées. Ronnie Renz, donc ce chasseur, compose le 911 en état de choc. Tu m'étonnes, toi. J'ai pas d'informations entre l'appel au 911 et l'autopsie. Mais bon, si j'en parle maintenant, vous vous doutez bien que les analyses ADN ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien de Cheryl Damlat. Elle a été identifiée à l'aide d'un échantillon de muscles de sa cuisse. Alors, imaginez l'état, hein. Le démembrement s'est produit post-mortem, heureusement, avec une lame tranchante, je pense, genre probablement la baïonnette qui avait crevé le pneu. Le légiste n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès. Il a estimé qu'il s'agissait probablement d'un homicide violent, évidemment. Le docteur Clark, donc ce légiste, a même pas pu donner la date exacte de la mort. Il a estimé qu'elle était morte entre le 5 et le 8 décembre 2007 et qu'elle aurait pu être donc dans les bois pendant 7 à 15 jours. Et c'est pas un médecin légiste débutant, hein, si vous voyez ce que je veux dire. La mort est donc qualifiée d'homicide et le FBI annonce dans les médias qu'il recherche une camionnette de couleur vert suspecte. Elle aurait été aperçue dans le secteur au moment de la disparition de la jeune femme et l'homme masqué qui a utilisé la carte bancaire, vous vous souvenez, et lui aussi, il aurait une camionnette verte, donc étrange. Alors, ce mec, au minimum, c'est une personne d'intérêt, on est bien tous d'accord, hein, c'est clair. Suite à plusieurs témoignages, le conducteur serait un sans-abri avec un chien. Le van serait un Chevrolet Astro vert. Le FBI prendra cette piste très au sérieux, vu le nombre de témoignages similaires, en fait. Cette piste, malheureusement, ne donnera rien.
Enfin, pour l'instant. Fin décembre 2007, pendant les fêtes, donc clairement l'affaire Bryant et l'affaire Dunlap sont carrément au point mort. Maintenant, on va partir dans l'état de Géorgie. On est le 1er janvier 2008, plus exactement, à Beaufort, ville du comté de Gwinnett. C'est là que vit Meredith Emerson, une étudiante de 24 ans. Ce jour-là, elle voulait faire une randonnée pour bien démarrer l'année, en fait. Son petit ami, ou son chum si vous venez du Québec, étant pas disponible, elle décide de partir seule, mais prévient quand même avant sa coloc où elle part, évidemment. Elle part donc avec sa voiture, une Chevrolet Cavalier de 1995, au parc d'État du Vogel, au pied de Blood Mountain, c'est dans la forêt nationale de Chattahoochee. Alors, Blood Mountain, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire montagne sanglante. Alors déjà, enfin bref, Meredith est partie donc avec sa chienne Ella, très gentille, une chienne vraiment très très gentille. En fait, c'est une Labrador Retriever de couleur noire. En fin de journée, quand le soleil se couche, Meredith ne rentre pas chez elle. Sa coloc, donc vachement inquiète, appelle son petit copain, son chum, pour l'informer en fait de la situation, et lui, il appelle direct la police. Les forces de l'ordre vont retrouver très très vite la trace de l'étudiante jusqu'au parc d'État de Vogel. Le 3 janvier 2008, la Chevrolet de Meredith est localisée sur un parking sud de Vogel, juste à côté du Flowing Trail. Donc c'est un sentier très très populaire qui mène au mythique sentier des Appalaches. Le bureau du shérif mène donc une énorme mission de sauvetage avec des services de secours locaux, des bénévoles, des professionnels, des chiens et même avec un hélicoptère. Mais bon, malheureusement, tous ces efforts ne donneront absolument rien. Meredith s'est volatilisée. La piste de l'enlèvement est donc de plus en plus envisagée et privilégiée. Surtout qu'à cet endroit, on a retrouvé une zone de lutte avec des bouteilles d'eau carrément en vrac, la laisse de la chienne de Meredith, des bouts de vêtements, une matraque, enfin, vous voyez un peu le genre. Le 4 janvier 2008, donc la police lance un nouvel appel à témoins et plusieurs randonneurs présents dans le parc le jour de la disparition viennent témoigner. Certains d'entre eux donnent des informations très très intéressantes, heureusement. Enfin bon, il y a eu beaucoup de conneries aussi. Ces informations possiblement importantes, c'est que ces personnes auraient vu Meredith avec un homme d'une 60aine d'années approximativement, les cheveux gris et ayant un chien lui aussi. Après des recherches donc plus approfondies, le FBI identifie ce suspect, c'est un sans-abri du coin nommé Gary Hilton, il a 61 ans, c'est un ancien militaire, vétéran. Il est sans abri, il promène son chien partout, son chien Dandy, c'est son nom. Et il a vraiment par contre une sale réputation dans le coin, il est considéré comme vicieux, bizarre, bon c'est vrai qu'il y a mieux comme réputation. Il est donc directement ciblé comme leur personne d'intérêt, la police le cible direct et je pense que c'est pas surprenant. Alors c'est qui exactement ce gars ? Gary Hilton, il est né le 22 novembre 1946 à Atlanta, en Géorgie. Il aurait eu une enfance difficile où il aurait été maltraité et abusé par son beau-père, étant jeune. À l'âge de 17 ans, Hilton s'est engagé dans l'armée. Il a été envoyé en Allemagne de l'Ouest exactement, dans le peloton d'Davy Crockett. Là-bas, il a souffert d'une dépression schizophrénique. L'armée l'a donc carrément fait placer en hôpital psychiatrique. Au final, l'armée le remerciera gentiment en 1967. Il sera au final resté dans l'armée que 3 ans. Mais c'est pas étonnant, parce que déjà, premièrement, il a été diagnostiqué schizophrène, mais en plus de ça, il disait à tout le monde qu'il entendait des voix.
Donc ça te donne pas vachement envie de lui laisser une arme de guerre entre les mains, hein? Quoi qu'il en soit, par la suite, il a travaillé dans le civil. Il a travaillé comme chauffeur, mais il n'a jamais vraiment réussi à garder un emploi stable en fait. Pour sa vie familiale, il a épargné au monde sa progéniture. Mais il s'est quand même marié 3 fois. Donc pas longtemps, hein, c'est un peu comme dans l'armée. Alors, sa première épouse, c'était Sue. Ils se sont mariés en 69 et ont divorcé en 71. La deuxième, c'était Dina Evon Baug. Donc ils se sont mariés en août 77 et ont divorcé en mai 78. Et la troisième, c'était Betty Sue Edwards Galloway. Et eux, ils se sont mariés en mars 79 et ont divorcé en octobre 79. Donc voilà, c'était plutôt un peu chaotique sa vie sentimentale, hein. Mais bon, un peu comme tout le monde, non? Quoi qu'il en soit, dans les années 80 et 90, Hilton a commis un paquet de petits délits, du genre vol, possession de marijuana, port d'armes sans permis, conduite sans permis. Du coup, il avait un casier judiciaire, mais rien de bien méchant, quoi. Enfin, c'est pas bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas gravissime non plus. Je m'enfonce là, non? Bref, il aimait donc par la suite la vie en plein air. C'était pas un casanier, hein. Il aimait le camping, la montagne, la forêt. Enfin voilà, je vous ai fait le portrait de l'énergumène. Maintenant, on revient à notre histoire. Donc en 2008, il est donc une personne d'intérêt. Le 5 janvier 2008, Meredith ne donne toujours aucun signe de vie. Mais il y a un rebondissement. Et là, vous vous souvenez, sa chienne est retrouvée en train d'errer seule sur le parking d'un supermarché Kroger de Cummins. Donc c'est à 80 km au sud du parc d'État de Vogel. Le même jour, on fait de terribles découvertes à Cummins. De nombreux objets appartenant à Meredith sont récupérés dans une benne à ordures près d'un parking cryptique. On trouve son portefeuille, sa carte de l'université, son permis de conduire, ses vêtements et une ceinture de sécurité ensanglantée. Donc là, il n'y a plus de doute, vraiment, il est arrivé quelque chose de dramatique à Meredith. Et là, du coup, après toutes ces découvertes, la police, elle est au taquet. Tout s'accélère, ils mettent beaucoup de patrouilles au cul du suspect. Enfin vraiment, ils mettent le paquet. Et ça va payer. Gary Michael Hilton est repéré dans une station-service alors qu'il tente de nettoyer son véhicule. Donc un van Chevrolet Astro blanc de 2007. Ce van est immatriculé en Géorgie 766 XPZ. Faisant l'objet d'un très long interrogatoire, il finit par reconnaître les faits. Il avoue aux enquêteurs donc avoir tué Meredith et il leur promet de leur dire où il a caché son corps s'ils le protègent de la peine de mort. Donc donnant, tu vois déjà le mec il fera pas ça gratuitement. Il a une conscience assez inexistante à mon goût. Quoi qu'il en soit, il a réussi son coup parce que la police a accepté. Il leur a donc indiqué l'endroit dans la zone de gestion forestière de Dawson, à environ 1 heure de route du lieu de la disparition de Meredith. Hilton fait à ce moment-là une remarque horrifiante. Il dit « La tête va manquer ». En ce qui concerne les circonstances du crime, Hilton va expliquer qu'il a pris pour cible Meredith parce que c'était une femme. Donc quand ils se sont rencontrés tous les deux apparemment sur ce sentier, ce taré savait déjà ce qu'il allait faire. Ils ont marché un bout de chemin ensemble mais il savait déjà fou qu'il allait l'assassiner. Meredith, marchant plus vite que lui, l'a très vite distancée. Alors est-ce que c'était volontaire ou pas, on ne sait pas. Mais c'est quand elle a redescendu Blood Mountain en fait qu'il l'a attaquée pour avoir sa carte bancaire, selon ses dires. Il l'a menacée avec sa baïonnette et une matraque. Malgré tout,
Meredith, en fait, elle s'est bien défendue parce que vu qu'elle pratiquait en fait les arts martiaux, elle a dû lui faire, je sais pas, des prises assez conséquentes parce que malgré qu'il était bien armé, et ben, elle a failli prendre le dessus. Mais à un moment, elle est tombée et Hilton, il en a profité pour la neutraliser. Par contre, il ne l'a pas tuée. Il a pris de force sa carte bancaire et malheureusement, elle est devenue donc sa prisonnière. Hilton l'a emmené à ce moment-là donc avec lui dans son van pendant 3 jours. Hilton a tenté à plusieurs reprises de retirer de l'argent avec donc du coup cette carte bancaire dans des distributeurs, mais il a échoué à chaque fois. La police suppose que Meredith lui avait donné un faux code à chaque fois. Le dernier jour, Hilton a donc conduit Meredith jusqu'à la zone de gestion forestière de Dawson et malgré que ce malade lui avait promis qu'il la laisserait en vie, il l'a matraquée à mort. Donc il y a un truc qui est dingue en plus dans l'histoire, c'est qu'apparemment à ce moment-là, il y a une patrouille de police qui est passée pas loin. Peut-être même une voiture qui recherchait Meredith, on ne sait pas. En tout cas, cette voiture de patrouille de police est vraiment passée à proximité d'eux. Ce qu'aurait voulu dire en fait que si ce policier les avait vus, et ben Meredith, elle serait encore probablement en vie à ce moment-là. Et ce psychopathe fou furieux, et ben il serait déjà en tôle. Mais bon, le policier, il n'est pas à blâmer, évidemment, il l'a pas vu, bref, parce qu'avec des si, on fait plein de choses. Hilton a donc à ce moment-là décapité Meredith après l'avoir tuée. Le rapport d'autopsie du docteur Sperikris, donc le médecin légiste en chef de Géorgie, dit que Meredith Emerson est décédée de traumatismes contondants multiples à la tête. Les blessures étaient toutes mortelles. Elle a été battue à mort en fait, avec une extrême violence, c'est ce qu'il dit. Hilton, après tout ça, lui, il a recouvert son corps de feuilles et de broussailles. En ce qui concerne Ella, donc la chienne de Meredith, Hilton a déclaré qu'il n'a pas pu se résoudre à la tuer parce qu'il aimait les bêtes. Alors ça c'est totalement évident parce que le 10 août 2004, un homme d'Atlanta nommé William Brent a été faire une déclaration à la police de Kebald en Géorgie, comme quoi il avait vu Hilton battre très violemment un chien dans le parc. Donc c'est totalement évident, il aime les bêtes. Bref, je pense surtout qu'il aime prendre les gens pour des cons, moi. Mais bon, enfin bref. En ce qui concerne donc Meredith, il a dit que ça avait été très difficile de la tuer. Oui, il a dit ça. En disant, nous avions passé plusieurs bonnes journées ensemble. C'est exactement ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. Oui, c'est vrai. Meredith, je pense qu'elle a dû vraiment avoir de bonnes journées avec lui en étant enlevée, séquestrée, battue avec un vol de carte bancaire, menacée, tout ça pour finir battue à mort et décapitée. Donc évidemment, oui, elle a dû avoir de très très bonnes journées avec lui. Donc je ne sais absolument pas ce que lui ont répondu les enquêteurs à ce moment-là, ni leur tête, mais j'espère vraiment qu'ils avaient beaucoup de sang-froid. En tout cas, dans cette affaire, donc les preuves contre Hilton sont accablantes. On a retrouvé l'ADN de Meredith partout dans le van. Il manquait aussi une des ceintures de sécurité dedans. Et vous savez, la ceinture de sécurité qui a été évidemment retrouvée ensanglantée dans la benne. Le 3 février 2008, un homme nommé Mark Weldrock découvre par hasard un crâne humain pendant qu'il est en train de chasser dans la forêt de Nantahala. Donc ça se trouve en Caroline du Nord, à environ 200 km de la forêt de Pisgah. Il contacte donc aussitôt la police qui, en arrivant, explore le périmètre et récupère, éparpillés sur 20 mètres, des bassins, une colonne vertébrale, des ossements qui vont être formellement identifiés par la suite comme étant ceux de John Bryant. Des preuves médico-légales vont permettre de relier Hilton au meurtre des époux Bryant.
Il reconnaîtra avoir tué Irène, puis kidnappé son mari pour lui extirper sa carte bancaire et son code avant de lui tirer une balle dans la tête avec un magnum de calibre 22. En ce qui concerne le meurtre de Cheryl Dunlap en décembre 2007, il a enlevé donc la jeune femme puis l'a gardée captive pendant 2 jours avant de l'assassiner. C'est son mode opératoire, hein, c'est un gros sadique, moi je te le dis. Enfin bon, là encore, il avait utilisé donc sa carte bancaire pour retirer de l'argent avec son masque, vous vous souvenez. On a appris qu'il avait tenté d'incinérer la tête et les mains de sa victime dans un feu de camp, mais sans y parvenir. Dans la fouille de son camion, lors de son arrestation, ils ont retrouvé donc la matraque, les menottes, la baïonnette, donc tout accablé vraiment Hilton dans cette affaire. D'ailleurs, juste 2 secondes, un petit détail que certains d'entre vous auront peut-être remarqué, dans cette affaire, donc Cheryl Dunlap, les témoins avaient vu un Chevrolet vert. Et lors de son arrestation, il avait un Chevrolet blanc. Et bien en fait, c'est tout simple, c'est parce qu'il avait repeint son camion entre-temps. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas tout, parce que Hilton, il est aussi sérieusement soupçonné dans d'autres affaires de meurtre et disparitions mystérieuses et résolues. En fait, Hilton, il avait 61 ans lors de son premier crime officiel, officiellement reconnu, celui de Cheryl Dunlap. Et les enquêteurs, ils sont convaincus en fait qu'il a commencé bien avant. En plus, il est à noter une chose très trouble. C'est peut-être une coïncidence, mais ça m'étonnerait. Il a été consultant sur le tournage du film Deadly Run de Mark Bender en 1995. En fait, c'est l'histoire d'un serial killer qui traque et tue ses victimes dans la nature. Alors voilà, est-ce qu'il n'aurait pas réalisé son fantasme? On ne sait pas. Hilton avait donc 49 ans à ce moment-là, au moment où le film est sorti. Donc c'était 12 ans avant son premier meurtre reconnu. Donc bon. On va passer maintenant en revue les disparitions et meurtres où il est suspect numéro 1, mais où le FBI n'a pas encore trouvé de preuves solides, en tout cas. Le 7 septembre 1997, les ossements humains ont été retrouvés avec des objets personnels près d'un terrain de camping dans la forêt nationale de Pisgah. Après examen, les restes ont été identifiés comme étant ceux de Jody Smith, une femme de 51 ans, originaire du Massachusetts et vue pour la dernière fois 5 mois plus tôt à Philadelphie. Hilton est fortement suspecté dans cette affaire vu qu'il a tué 10 ans plus tôt les Bryant, le couple Bryant, exactement au même endroit. Le 12 avril 1999, Jason Knapp, un étudiant de 20 ans de l'université de Clemson, a disparu alors qu'il faisait un jogging dans le parc de Table Rock en Caroline du Sud. Les recherches de la police et la famille n'ont rien donné et il a été déclaré légalement décédé en 2018. En raison de sa ressemblance avec les autres crimes, Hilton est fortement suspecté dans cette affaire. Ensuite, en juillet 2005, Rosanna Miliani, une femme de 29 ans, originaire de Floride, était en vacances à Cherokee, en Caroline du Nord. Depuis cette date, Rosanna n'a plus jamais donné signe de vie. On suspecte Hilton dans cette affaire parce que la jeune femme a été vue avant de disparaître dans un magasin de Briston City en compagnie d'un homme blanc, la soixantaine, avec les tempes grisonnantes. Tous les deux ont acheté en même temps un sac à dos, mais la femme semblait vraiment très nerveuse. Un portrait robot a donc été fait de cet homme. Alors je vous laisse juger seul de cette ressemblance. Ensuite, en juin 2007, une femme non identifiée, Jane Doe, a été retrouvée sans main, ni pied, ni tête, le long de Steel Chair Road en Géorgie. Le 6 décembre 2007, Michelle Scott Louis, 27 ans, dont le torse et les jambes ont été découverts sur les rives de la rivière Tomoka à l'intérieur du parc d'État de Tomoka, logique, a été décapité et sa tête jamais retrouvée. Par contre, dans cette affaire, Hilton n'est pas le seul suspect. L'ex-petite amie de Michelle est aussi sur la ligne de mire des enquêteurs.
En ce qui concerne maintenant la justice. Le 31 janvier 2008, Gary Hilton est condamné à la prison à vie en Géorgie pour le meurtre de Meredith Emerson. En avril 2011, il est jugé pour le meurtre de Cheryl Dunlap en Floride. Lors de ce procès, 3 experts de santé mentale vont indiquer qu'il présente des signes de lésions cérébrales avec un trouble de personnalité antisociale. Malgré tout, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et il est condamné à la peine de mort par l'État de Floride le 21 avril 2011. Le 25 avril 2013, il est condamné cette fois-ci à 4 peines de prison à perpétuité par le tribunal de Caroline du Nord pour le double homicide des époux Bryant. Oui, ils sont généreux aux États-Unis. Il a par la suite donc essayé de faire appel de sa condamnation à mort en disant que ses antécédents de toxicomanie et de troubles mentaux n'ont pas été pris en compte lors de ce procès, mais cet appel a été rejeté, donc il est bien condamné encore à mort. Voilà, donc pour Gary Michael Hilton, surnommé le National Forest Killer parce qu'il frappait toujours dans des forêts nationales, il est un des criminels américains les plus dangereux des années 2000 aux États-Unis. Ces malheureuses victimes ont juste eu la malchance de le croiser en forêt. On parle rarement de lui, mais c'était quand même un des tueurs en série les plus redoutables à ce moment-là. Il choisissait ses victimes complètement au hasard, il ne les connaissait pas, c'était un opportuniste, parce que souvent il était guidé par l'argent, vous savez, vu qu'il volait les cartes bancaires de ses victimes. Il vivait comme un sans-abri, mais c'était qu'une facette, parce que même s'il était barjot, il avait un QI de 150. Alors que la moyenne, juste pour info, c'est 100. Voilà. Il s'est servi de son intelligence hors norme pour commettre ses crimes. Un jour, il s'était arraché les dents de devant pour se donner un air plus maléfique et il a aussi déclaré à la femme de son ex-patron, quand il avait arrêté ses médicaments, les démons sortaient en lui. Alors, je vois pas, elle, déjà, pourquoi elle ne s'est pas inquiétée quand il lui a dit ça. Mais bon, en tout cas, là, actuellement, en 2022, Gary Michael Hilton est toujours dans le couloir de la mort en attente de son exécution dans une prison d'État de Floride. Il souffre de sclérose en plaques et aussi de la maladie de la vache folle, vu que ce taré, vous savez, il était cannibale. Ça n'a pas été affirmé, mais si il démembrait ses victimes, c'était apparemment pour ça. Voilà, j'ai fini. Donc j'espère que vous ne mangiez pas pendant la vidéo. C'était encore une vidéo très longue, je vais essayer de les raccourcir, mais c'est vrai que quand tu as plein de trucs à dire, bah forcément tu ajoutes tous les détails et même si tu veux pas que ta vidéo elle soit longue, bah voilà, elle est longue. Donc voilà, c'est pas évident, mais je vais essayer de faire trouver des histoires qui sont un petit peu plus courtes parce que là c'est vrai que ça commence à se rallonger au fur et à mesure. Donc il y avait aussi pas énormément de photos, mais comme je vous ai dit, c'est une histoire qui est pas très connue, enfin on n'en parle pas trop, donc des clichés, j'en ai pas beaucoup trouvé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas, ça soutiendra énormément mon travail. Et si vous êtes déjà abonné, je vous fais un énorme merci. Merci et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Faites gaffe à vous. Bye.